56 ans, jamais consommé. Bon. Être sensible au charme féminin, oui. Tenter d'y succomber, non. À 40 ans, ils n'avaient toujours pas connu leur première fois. Je disais, c'est pas pour moi. Les filles n'éveillaient en moi aucun désir. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Il n'était pas question que j'ai un rapport avant le mariage. Ça a développé quand même des peurs de l'aspect physique d'une relation. L'envie et le désir, ils existaient. Ah, quand même. Et je lui ai demandé, ça m'a. Elle m'a dit, mais même moi tout entière si tu veux. Et aujourd'hui, à quoi ressemble leur intimité? Il n'y avait pas de quoi être terrorisé. Grande joie d'être enfin totalement l'un à l'autre. On a eu des meilleurs après parce que je manquais d'expérience. Voilà, c'est tout. Voilà, il répond. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. En moyenne, les Français connaissent leur première fois à 17 ans pour les filles comme pour les garçons. Mais pour les personnes que nous recevons aujourd'hui, l'amour charnel a été longtemps la grande inconnue. Éducation religieuse, mal-être physique ou psychologique, les raisons d'une abstinence si longue peuvent être multiples, comme nous le diront nos invités. Pour leur première fois, ils avaient plus de 40 ans. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Et puis dans l'histoire continue, nous retrouverons Perceval et Véroline qui nous donneront de leurs nouvelles. Mais d'abord, merci d'accueillir Isabelle avec laquelle nous allons ouvrir notre première partie, une intimité mise en sourdine. Isabelle, bonjour. Merci d'être parmi nous pour aborder ce sujet très personnel qu'est la sexualité, pour que l'on comprenne au mieux votre parcours. Dans quel environnement avez-vous grandi? Bien, tout d'abord, j'ai perdu mes parents très jeunes, à 10 ans. J'ai donc été élevée par mes grands-parents qui avaient reçu une éducation assez stricte. Les jeunes filles doivent bien se tenir, comme disait ma grand-mère. Ne pas sortir avec un garçon avant le mariage, pas de sexualité avant le mariage. Donc vous vous y êtes tenue? Oui, au-delà de ses espérances, je pense quand même. Selon vous, de quelle façon votre éducation vous a-t-elle influencée par rapport aux hommes, dans votre rapport aux hommes? Je pense que ça a développé quand même des peurs, une inquiétude de ce grand mystère. Et puis, oui, de la peur. Et ensuite, j'ai soigné ma grand-mère pendant 10 ans. Elle avait la maladie d'Alzheimer. Donc là, je n'avais pas du tout de place pour autre chose dans ma vie. Donc, ça a continué comme ça. Est-ce que vous avez essayé quand même de faire des rencontres amoureuses? Non, pas du tout. Pour moi, l'important, c'était l'amitié. C'était vraiment que l'amitié. Donc, tous les hommes que j'ai pu rencontrer sont devenus des copains. J'ai essayé d'en faire des grands frères. Pour la plupart, j'ai réussi à avoir des grands frères extraordinaires, mais surtout pas... mais c'est vous qui ne le souhaitiez pas? Ah, c'était moi, oui. Eux auraient bien voulu? Peut-être, mais de toute façon, je faisais dévier les choses tellement rapidement sur l'amitié, la complicité... Alors, les années se sont écoulées et en février 2005, à l'âge de 44 ans, vous avez perdu votre grand-mère. Oui. Alors, à ce moment de votre vie, comment vous envisagiez votre avenir? Jusque-là, j'avais bien vécu mon célibat, sauf une fois où j'avais croisé des personnes de mon âge qui poussaient des poussettes avec des enfants. Et moi, j'avais le fauteuil roulant de ma grand-mère. Et là, je m'étais dit... Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un décalage, j'ai raté le train. Et en fait, quand j'ai perdu ma grand-mère, j'allais bien. La première chose qu'une amie m'a dite, c'est « Bon, bah, maintenant, tu vas pouvoir t'occuper de toi. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un et qui sait avoir un enfant. »
Et puis quelques mois après, mon petit chien, qui était en fait devenu mon enfant, sans que je me rende compte, est mort aussi. Et alors là, ça a été le désespoir le plus complet. Là, c'était la fin. J'avais tout perdu, là. Donc, je me suis dit, ou je me suicide. Mais j'avais un peu peur que les mêmes épreuves me soient représentées lors d'une autre vie. Être confrontée toujours à la mort. Donc, il fallait que je sorte de la vie courante quand même. Je ne me voyais pas assumer une vie normale, disons. Donc, j'ai pensé rentrer dans un monastère bouddhiste. Donc, j'ai commencé à suivre des sessions et à vraiment approfondir la question, ce qui m'a aidée quand même. Est-ce que vous êtes allé au bout de cet engagement? Non, je suis pas allée au bout. Qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, j'ai beaucoup médité, beaucoup réfléchi. Ma décision était presque prise. Et puis quelqu'un est venu habiter à côté de chez moi. Et voilà, j'ai attendu un petit peu avant de partir. Quelqu'un? Gilles, il se prénomme Gilles. Qui est Gilles? Il est venu habiter, il y a 2 maisons sur mon terrain et je lui ai prêté une des maisons pour l'hiver. Et il s'est rapidement montré, je dirais pas entreprenant parce qu'il est très délicat, mais il s'est rapidement montré très gentil, très serviable, me faisant des compliments, qui me dérangeait beaucoup. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il me mettait des petits SMS, il m'amenait des fleurs. Qu'est-ce qu'il vous disait dans les SMS? J'étais jolie. Il signait ses SMS ton fan club. J'en ai gardé un d'ailleurs depuis toutes ces années. On discutait jusqu'à 3 heures du matin, c'est souvent. On était assez malheureux, chacun de notre côté à l'époque. On avait chacun eu des histoires difficiles, donc on se réconfortait. On se trouvait plein de points communs, très étonnants, mais vraiment des points communs comme je ne pensais pas pouvoir trouver chez quelqu'un. Quel âge a-t-il, Gilles? Il a votre âge? Plus jeune? Non, 5 ans de plus que moi. Il en était où dans sa vie personnelle? Seul. Est-ce que vous avez eu conscience que vous lui plaisiez? Oui, il me l'a fait comprendre assez rapidement, ce à quoi je lui ai répondu. Alors d'abord, j'ai essayé de le décourager. Est-ce que vous lui avez demandé d'être votre ami, votre frère, oui. votre grand frère, etc. Oui, j'ai essayé de développer tout de suite l'amitié. Je me suis mis un bonnet de Shrek en polaire vert fluo avec des petites oreilles. Dans quel but? En me disant là, il va être complètement découragé, il ne verra pas du tout l'aspect féminin des choses. Et puis en fait, c'est une des choses qui l'a le plus séduite. Ah bon? Le bonnet de Shrek? Franchement, là, je me suis bien plantée. En fait, il a trouvé que j'avais beaucoup d'humour, que je ne me prenais pas au sérieux. Et ça lui a vraiment plu. Et ce bonnet fait partie des objets qu'il chérit. Vous aviez peur de quoi? Déjà de l'aspect physique d'une relation, parce que je savais bien que je ne pouvais pas lui demander un amour platonique, alors que c'était mon rêve. Ça m'aurait bien plu. Un amour platonique? Ah oui. Oui, ça m'aurait bien plu. Mais bon, il fallait être un petit peu réaliste. Et puis au-delà de ça, m'attacher à quelqu'un, alors que j'avais déjà perdu mes parents, mes grands-parents, que je n'ai pas de frères et sœurs, pas d'oncle ni de tante, pas de cousin, parce qu'on est tous enfants uniques. M'attacher à quelqu'un au risque de le perdre, j'avais plus le courage. J'avais perdu trop de monde, trop. Alors, vous nous direz tout à l'heure si l'amour de Gilles a été plus fort que vos peurs et s'il a finalement réussi à vous apprivoiser. Mais d'abord, on va se tourner vers Frédéric, notre spécialiste de l'amour, qui boit les paroles de notre invité. Une première réaction au témoignage d'Isabelle?
Déjà, je la trouve charmante. C'est spontané en vous écoutant. Il y a une fraîcheur. Et puis, en même temps, je suis touchée parce que votre témoignage, il est emblématique de ce que vivent les personnes qui sont dans une absence de vie sexuelle. C'est-à-dire que, comme dans votre cas, il y a beaucoup de femmes qui se sont consacrées comme ça à une mère ou à une grand-mère, qui sont dans une forme de sacrifice, hein, malgré tout, et qui du coup, ne sont pas dans une vie de femme. Donc, sont maintenues dans un état d'enfant, et qui ont peur de ce passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Alors, il y a l'éducation très stricte, il y a les préceptes religieux, il y a beaucoup de choses qui ont fait que du coup, ça vous a maintenu dans cet état d'enfant, et que le décès, même s'il est souffrant, il libère la personne. Il libère la personne qui peut enfin s'autoriser à vivre sa vie pour elle. Mais en même temps, elle était super angoissée, justement, à l'idée de perdre à nouveau. Oui, parce que tout attachement concret, c'est aussi prendre le risque de perdre. Mais en même temps, c'est tellement bon d'être aimé que la peur prend moins de place à un moment donné que l'envie d'être aimé. D'être aimé ou d'aimer? Oui. Qu'est-ce qui est le meilleur, alors, Frédéric? Les deux. Les deux. C'est l'éternel débat. Bonjour, Étienne. Bonjour. Alors, comme Isabelle, Étienne, vous avez reçu une éducation plutôt stricte et religieuse. Quel genre d'enfant étiez-vous? J'étais un enfant un peu turbulent, mais dans une famille heureuse, on était 7 enfants, une famille très catholique. Comme on était un petit peu nombreux, on m'a vite envoyé en pension. J'étais l'aîné dans un collège de frères, et donc j'ai passé toute ma jeunesse en milieu complètement chrétien. Alors justement, quelle influence ce milieu chrétien a-t-il eu sur votre vie? Eh bien, l'influence a été forte parce que vers l'âge de 10 ans, j'ai ressenti pour la première fois l'envie de devenir prêtre. Plus exactement, l'abbé qui dirigeait le patronage où j'étais nous avait dit certainement parmi vous, il y en a qui auront envie qui sont appelés par Dieu pour devenir prêtre. Et si vous entendez cette voix, vous devez répondre. Vous l'avez entendu? Eh ben, j'ai eu l'impression, et comme il était... Alors, à quel moment l'avez-vous entendu? À quel moment? Ce jour-là, je me suis dit, dans la chapelle, on était dans une chapelle, je me suis dit, oui, moi j'ai envie d'être prêtre. Voilà. J'ai fait mon collège, j'ai fait le lycée, et puis je suis rentré au séminaire à 21 ans. Par contre, là où ça a été un choc pour moi, c'est quand j'ai fait mon service militaire. Ouais. On avait 22 ans, quoi. Il y en a qui me disaient, mais tu vas pas te marier? Je disais non. Tous avaient une copine ou avaient une copine. Il y avait un qui pleurait parce qu'elle l'avait plaqué. Enfin... Et pas vous? Pas vous? Ah, pas moi, pas du tout. Vous n'aviez jamais connu l'amour charnel? Non, et je n'ai jamais rencontré une femme, par exemple les copines de mes sœurs, en me disant, tiens, il pourrait se passer quelque chose entre nous, je pourrais l'aimer, elle pourrait m'aider. Non, je disais, c'est pas pour moi. Aucune envie, aucun désir? Si, l'envie et le désir, ils existaient. Quand même. Oui, j'étais pas insensible, bien entendu, mais tout de suite, je disais, non, mais c'est pas pour toi. D'accord. Donc, je prenais du recul, et puis ça en restait là. D'accord, mais vous auriez bien aimé quand même? J'aurais bien aimé quand même, ah oui. Alors, donc vous avez été ordonné prêtre? Alors, je suis devenu aumônier d'étudiants à la Sorbonne. Oh là là, c'est dangereux ça quand même. Oui, parce qu'on est entouré de charmantes étudiantes. Oui, ça c'est pas et donc, avec les étudiantes, il y avait déjà une différence d'âge. Mais il y en a quelqu'un qui est venu renforcer notre équipe, qui était une religieuse dominicaine. Et après mai 68, on s'était dit, il y a une majorité de femmes dans l'université, et il n'y a que des hommes pour s'en occuper comme aumônier. Ce serait bien d'avoir des femmes, donc prenons une religieuse, et elle est venue rejoindre notre équipe. Et là, elle vous a plu? Pas tout de suite. Ah bon? Pas tout de suite. Il a fallu qu'on se connaisse tout le jour. Je n'ai pas eu de coup de foudre. Ah bon? Mais intérieurement, je me rends compte après, j'étais contente de travailler avec une femme. Ah, voilà. Bon, donc, au fil du temps, il y a des liens qui se sont tissés entre vous? Eh bien, on a sympathisé de plus en plus, on s'entendait très bien dans notre travail, on organisait des sections, des week-ends et tout, et de plus en plus, il y avait une complicité entre nous. On aimait bien, quand on rentrait d'un week-end, de prolonger, d'aller boire un verre ensemble,
Et progressivement, au bout d'un an, un peu plus d'un an, je me suis dit, je sentais qu'elle devenait amoureuse et moi, je sentais que je devenais amoureux. C'est-à-dire que vous pensiez à elle le soir en vous endormant, des trucs comme ça, quoi. Exactement, oui. Je me suis dit, est-ce que vraiment les sentiments que je suis prête, on n'avait pas échangé là-dessus, sont réels ou pas? Est-ce que je me trompe? Ouais. Et donc je me suis dit, il faut qu'on se retrouve tranquillement un dimanche, on n'avait rien de spécial. On s'est retrouvés et je lui ai dit, quels sont les sentiments que vous éprouvez vis-à-vis de moi? Comme ça, vous lui avez dit de but en blanc? Ah, exactement, oui, oui. Je voulais savoir. Et alors, elle vous a répondu Elle quoi? m'a dit, oui, oui, je vous aime, on se vous voyez encore. Je vous aime et je souhaiterais vraiment qu'on fasse notre vie ensemble. Bon, alors à la fois j'étais content parce que je sentais qu'elle m'aimait, mais en même temps j'étais catastrophé parce que moi, ce n'était pas le genre de choses que je pouvais lui dire. Alors je lui ai dit, si, moi aussi je vous aime et j'aurais bien aimé pouvoir faire ma vie avec vous. Mais j'ai des engagements, donc je ne peux pas répondre favorablement. La vie va devenir impossible. À nous deux, on se voyait tous les jours. Hein. Bon, mais ça a été extrêmement douloureux, cette rencontre. J'imagine. Et même, je vais vous confier un tout petit fait qui dit bien ce que je ressentais profondément. Quand on a décidé de se séparer, de repartir, je lui ai dit, je voudrais vous demander une chose. Pouvoir tenir une fois dans mes mains votre main. Oh, que c'est beau, c'est romantique. Alors, je lui disais que je ne pouvais pas l'aimer, et je lui ai demandé sa main. Elle l'a fait bien volontiers, et elle m'a dit, mais même moi tout entière, si tu veux. Et alors? Vous avez résisté? Alors on a pleuré encore plus. Vous avez pleuré tous les deux? Eh oui. C'est terrible. Mais bon, ça ne s'est pas arrangé dans les jours qu'on suivit. Pour moi, ça a été terrible à supporter. Ah oui, donc vous étiez quand même gravement amoureux d'elle. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et donc, je souffrais très fort. Et comme donc on il y se avait rencontrait tous les un jours... déchirement à l'intérieur de vous et vous étiez torturé. Et puis je la que voyais, dois-je faire? elle aussi, complètement décomposée. Alors, on s'est, contre mauvaise fortune, bon cœur, on faisait notre travail comme on pouvait. Mais donc... Et un soir, j'en pouvais plus, je suis fondu en larmes, j'étais tout seul. Et combien de temps après ça? 15 jours, 3 semaines après. Mais donc, là, je me suis dit, vraiment, là, il faut que je comprenne ce qui m'arrive. C'est pas possible d'être aussi malheureux, en quelque sorte. Et j'ai le bonheur qui se présente et je le laisse passer. Eh oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'ai eu l'idée de reprendre un petit carnet dans lequel, depuis mon jeune âge, je notais tous les ans, on faisait des retraits, des choses comme ça, ce que je ressentais. Et je suis tombé sur le carnet ce que j'avais rempli au retour du service militaire. Et alors là, j'ai regardé que je me posais 2 questions. La première, est-ce que je crois toujours en Dieu, comme j'étais ébranlé par mes camarades et tout? Et puis la deuxième, comme il me disait que c'était un peu de la bêtise de renoncer à aimer une femme et d'avoir une famille, est-ce que je suis fait pour le célibat? Donc j'avais ces 2 questions. Et j'ai lu ce que j'avais écrit. Je suis rentré au séminaire, je m'étais donné 8 jours pour décider. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que tu crois toujours en Dieu? Je dis oui, je n'avais pas été ébranlé par mes collègues. Bon, bah, si tu crois en Dieu, Dieu t'appelle, donc tu vas être prêtre. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais répondu à la première question, mais pas à la deuxième. Et je me suis dit, si je m'étais posé la question, c'est pour ça que je serais peut-être moins malheureux si je ne m'étais pas engagé dans cette voie. Et je me suis dit, j'ai fait une erreur en choisissant, en acceptant le célibat, et donc je vais demander à être relevé de mon vœu de célibat, et je pourrais dire à Michel que je l'aime et qu'on peut faire notre vie ensemble. Ah, donc vous êtes quand même dit tout ça Oui, assez la vite nuit quand entière, même. il m'a fallu la nuit Ah bon, entière. Je la n'ai pas nuit dormi entière. une seconde de la nuit. Bon. Et puis le lendemain, quand on s'est retrouvés, eh ben, très discrètement, je lui ai dit, je remets tout en cause, il faut qu'on se retrouve ce soir. Voilà. Et alors le soir, il s'est passé quoi? Eh ben, on a été manger dans une pizzeria et puis je lui ai dit que, quelle était mon évolution et que si elle voulait toujours de moi, c'était bon, moi aussi je voulais d'elle. Voilà. Quitte à renoncer à votre... Ah bah bien sûr, eh oui. Alors vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais une quarantaine d'années, pas tout à fait, presque. Bon. Et Bon. pas de petits baisers, rien du tout? Ah bah rien du tout. Alors, on a pris la décision de se retrouver un week-end tranquillement, un dimanche. On est parti dans les bois de Verrières
on ne risquait pas de rencontrer d'étudiants qui nous connaîtraient. Pour se sentir... Ah bah oui, on était clandestins en quelque sorte. Et là, on s'est avoué les choses, on a fait des projets, on a échangé un premier baiser et on a parlé enfants. Ou un baiser, ou comment? Bah, un vrai baiser comme entre amoureux. Je manquais un peu d'expérience. Elle en avait un petit peu de son côté, donc ça a aidé les choses. Ah, elle avait de l'expérience? Oui. Sœur Jean, comment elle s'appelait? Jean-Emmanuel? Les petits flirts avant de rentrer dans la vie religieuse. Quoi. Ouais. Et donc, elle avait déjà embrassé un garçon. Elle vous a guidé? Comment? Elle vous a guidé? Voilà, oui, on peut dire. Et quel a été le goût de ce premier baiser? Quoi? Est-ce que c'était un baiser mémorable? Il y en a eu des meilleurs après parce que je manquais d'expérience. Voilà, c'est tout. Voilà, il répond. Frédéric, que vous inspire le témoignage d'Étienne? Déjà, je trouve que c'est une très belle histoire, très, très touchante et qui illustre bien ce que c'est un parcours de vie. C'est-à-dire qu'au-delà des injonctions parentales, de la société, de la religion, à un moment donné, on se pose des questions par rapport à soi, des questions existentielles et de savoir est-ce que c'est ma vie, est-ce que c'est ma voie. Et je suis très touchée par ce témoignage parce qu'effectivement, c'est le courage d'être soi à un moment donné et d'être maître de son destin, de ses choix. Et que là, l'amour a été plus fort, vous a appelé. Ça ne vous empêche pas de vivre votre foi, je suppose. Mais du coup, ça a permis de braver les interdits et certains tabous. Donc, c'est une très belle histoire. C'est exactement ça que je me suis dit à ce moment-là. Ouais. Je me suis dit, pour la première fois, je ne me demande pas qu'est-ce que Dieu attend de moi, mais qu'est-ce que moi, je veux vivre. Oui. Et j'ai dit, je veux vivre avec Michel, et ça a été la première fois que j'ai pris une décision vraiment personnelle. Éric. Bonjour, Éric. Bonjour. Alors, la différence avec Étienne et Isabelle, c'est que dans votre famille, je crois que la sexualité n'était pas un sujet tabou. Non, pas du tout. Vos parents vous en parlaient totalement librement? C'est vrai, ils en parlaient librement. Ils m'avaient même offert un dictionnaire d'éducation sexuelle et tous les copains venaient chez moi pour savoir comment ça se passait. Donc vous étiez populaire, j'imagine. C'est vrai, c'est ça. Alors que vous étiez adolescent, quelle autre découverte avez-vous faite? Eh bien, j'ai fait la découverte de mon homosexualité. Un jour avec un copain, j'ai découvert qu'il m'attirait beaucoup. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais homosexuel, puisque je savais ce que c'était que l'homosexualité par ces livres d'éducation sexuelle. Et en fait, je savais, et j'ai eu l'impression d'être anormal à ce moment-là. Vous aviez déjà éprouvé une attirance pour les garçons? Ah oui, bien sûr. Depuis tout petit? Depuis la puberté, en fait, c'est vrai. Et jamais pour une fille? Non, jamais pour une fille. Les filles n'éveillaient en moi aucun désir, c'est vrai. Comment donc vous avez fini par en parler à votre mère? Vous aviez quel âge quand vous lui en avez parlé? J'avais 20 ans, puisque j'allais partir à l'armée. C'était avant de partir à l'armée. On avait vu une pièce de théâtre dans laquelle il y avait un homosexuel et il y avait un autre personnage de la pièce qui disait « il en est ». Alors moi, j'ai dit un soir à ma mère, j'ai un problème. Je lui ai dit, j'en suis. Alors, Après la pièce? Oui, alors au lendemain de la pièce, je lui ai dit, j'en suis. Alors elle m'a dit, c'est pas un problème. Elle m'a dit, si c'est ta vie comme ça, faudra bien que tu la vives. C'est vrai. Oh, bah c'est sympa qu'elle vous ait dit ça. C'est vrai, elle l'a très bien pris, Vous êtes stressé? Non, je ne suis pas stressé. Non, mais à chaque fois que je parle de ça, j'ai les émotions qui me montent, c'est vrai. D'accord. Oh. C'est vrai. Bon, donc vous avez une mère formidable, tolérante, ouverte. C'est vrai. Bon. C'est vrai. Donc vous êtes parti au service militaire? Je suis parti au service militaire. Comment ça s'est passé? C'était pas trop dur? Ça s'est très bien passé, mais c'était très dur de voir toucher tous ces beaux jeunes gens sous la douche et de ne rien pouvoir faire. C'est sûr. C'est sûr. Il n'y en a aucun ça peut arriver que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui... Ah non, je n'osais pas dire que j'étais homosexuel, bien sûr, à l'armée. Et en fait, je m'inventais même des filles pour paraître normal, en fait, c'est sûr. Parce qu'eux ne parlaient que de leurs filles, ils ne parlaient que de leur nana, ils recevaient des lettres de leurs filles et tout ça. Alors moi, je ne recevais pas de lettres, mais je leur disais que j'avais une fille, bien sûr, qui m'attendait, c'est sûr. C'est vrai.
Alors, pendant combien d'années a duré cette vie d'abstinence? À quel moment avez-vous vraiment concrétisé ce penchant? Eh bien, ça a duré jusqu'en 1999. C'est-à-dire, vous aviez quel âge? Eh bien, j'avais 45 ans, c'est vrai. Pourquoi pas avant? Bah parce que avant, je n'osais pas vivre ma sexualité dans un village de 250 habitants où c'est essentiellement agricole, des agriculteurs, où l'homosexualité est mal vue en fait. Et tout le monde se connaissait, je n'osais pas vivre mon homosexualité. Et vous n'avez pas envisagé justement partir dans une grande ville pour être plus anonyme? Ah ben j'aurais dû le faire, mais je n'ai pas osé le faire, c'est vrai. Je n'osais pas quitter. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1999? En 1999, en décembre 1999, j'ai décoré ma voiture pour l'an 2000. J'ai voulu voir si ça faisait joli. J'ai allumé le moteur dans le garage sans ouvrir la porte du garage. Et je me suis asphyxié au monoxyde de carbone. J'ai été intoxiqué au monoxyde de carbone. Et donc ça vous a quand même valu combien de jours de coma? Ça m'a fallu une semaine de coma en fait. J'ai été transporté d'urgence à Garches en hélicoptère. J'ai été retrouvé par ma mère 6 heures plus tard. J'étais dans le coma, bien sûr. Alors, ils m'ont transporté d'urgence à Garches en hélicoptère. Alors, mon grand regret, c'est de ne pas me souvenir du trajet à Garches en hélicoptère, parce que je pense que c'est un grand moment d'aller à Garches en hélicoptère. Mais en fait, je ne m'en rappelle pas, j'étais dans le coma. Et en fait, à Garches, quand ils ont vu le taux de monoxyde de carbone que j'avais dans le sang, ils ont dit à ma mère que s'ils arrivaient à me sauver, ils n'étaient pas sûrs de me sauver, ils ont dit à ma mère que s'ils arrivaient à me sauver, je risquais de rester un légume. Et en fait, quand j'ai repris conscience à l'existence, c'est-à-dire pas quand je me suis réveillé, parce que je ne me rappelle pas de mon premier réveil qui a eu lieu dans le caisson hyperbare, je l'ai lu dans mon compte-rendu d'hospitalisation, mais je n'en ai pas souvenir. Je me rappelle quand j'ai pris conscience à l'existence que j'étais verticalisé, c'est-à-dire qu'on m'avait suspendu par les bras, par les poignets, on m'avait mis des poids aux pieds pour retendre mes muscles qui s'étaient distendus pendant mon coma. Et à ce moment-là, j'ai essayé d'appeler une infirmière et je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche, je ne pouvais même plus parler. Alors, il y a une infirmière qui a vu mes lèvres revenues, qui s'est approchée de moi. Elle m'a dit, vous voulez me demander quelque chose? J'ai pu lui murmurer à l'oreille, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je fous là? C'est elle qui m'a expliqué ce qui s'était passé, parce que moi, je ne me rappelais pas du tout de ce qui s'était passé. Et alors, progressivement, vous avez retrouvé vos capacités d'élocution? J'ai retrouvé l'usage de la parole environ 3 semaines plus tard, en fait. Un matin, je me suis réveillé, je pouvais de nouveau parler. Et j'ai commencé la rééducation à Garches. Et ensuite, j'ai été envoyé en centre de rééducation fonctionnelle à Tonnerre, au centre de réadaptation et de rééducation fonctionnelle de Tonnerre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après ce grave accident et en recouvrant vos capacités? Je me suis dit que j'avais vu la grande faux passer très près de moi, que la prochaine fois, elle me l'ouvrait peut-être pas, et que je n'avais pas vécu la vie telle que j'aurais dû la vivre, en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Alors, j'ai décidé de faire ma sortie du placard, mon coming out, comme on dit, en fait. C'est-à-dire de révéler mon homosexualité à tout le monde. Comment? Eh ben, je l'ai annoncé à mes copains déjà. Et puis ensuite, en l'annonçant à quelques personnes de Courgy, comme c'est un tout petit village, en fait, très rapidement, tout le village l'a su, c'est sûr. Et je pourrais même dire que ça a fait jaser les soirs d'hiver à la veillée dans les chaumières, c'est sûr. Et les gens ont été plutôt tolérants ou vous avez été blessé par les réflexions que vous avez entendues? Je n'ai pas entendu personnellement de réflexion, mais je sais qu'il s'en est dit pas mal les soirs d'hiver à la veillée dans les chaumières, parce que, en fait j'étais conseiller municipal et je n'ai pas été réélu au conseil municipal aux élections de 2002. Bon. C'est vrai. Alors, comment avez-vous rencontré l'amour? Eh bien, l'amour, je l'ai rencontré. J'avais averti ma mère que compte tenu de l'expérience que j'avais connue, que je souhaitais vivre pleinement ma vie homosexuelle, alors que je passais une annonce sur le journal pour rencontrer un homme. Alors, j'ai passé une annonce, j'ai rencontré un homme avec qui j'ai fait enfin l'acte sexuel. C'est un bon souvenir? C'est un bon souvenir, évidemment. C'était la première fois, donc c'est un bon souvenir. Justement, c'est pas forcément un bon souvenir la première fois. Ah si, c'était un bon souvenir, parce que j'étais satisfait d'avoir enfin pu le faire, en fait, c'est vrai. D'accord. Et après, j'imagine que vous avez dû rechercher non seulement un acte d'amour physique, mais des sentiments. Voilà, c'est ça, parce qu'il n'y avait aucun sentiment entre nous, en fait, c'est ça. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure votre nouvelle vie d'homme un peu plus épanouie. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. En tout cas, ce témoignage est extrêmement touchant. Vous l'êtes touchant. Il est temps d'accueillir notre invité à la croisée des chemins. Bonjour Gilles. Alors, à ce stade de l'émission, Gilles, que pensez-vous des histoires de nos invités?
Honnêtement, Bah oui. scotché. 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 Est-ce que vous vous sentez des points communs avec eux? Oui, avec le deuxième. Avec le deuxième. Deuxième. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? 56 ans depuis mai 2013. D'accord. 56 ans, des petites amies? Il y en a eu. Il y en a eu, oui. Des petites amies, des histoires d'amour consommées? Non. Jamais consommées? Non. Non, jamais consommé. Pourquoi vous sentez-vous des points communs avec Étienne? Parce que j'ai le même problème que lui en étant jeune. Moi, j'étais bloqué par le système d'éducation religieuse stricte que j'ai eu. Que vous avez Et moi, reçu? Oui, parce que j'ai été élevé chez des prêtres, donc dans une école de prêtres. Voilà. Alors que vous ne l'aviez pas souhaité forcément, vous? Non, c'est mes parents qui m'ont dit, bon, une école de prêtres là, voilà, tu fais ça. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous avez été ordonné prêtre? Ah non, non, pas du tout. Ah bon. Je voulais, en étant jeune, je voulais un petit peu. Puis Ouais. après, je me suis dit, non, c'est pas la peine. Par contre, j'ai passé ma vie d'homme célibataire, j'ai passé mon travail en premier. Est-ce que vous avez un idéal féminin? Oh oui, Lequel? jeune, la trentaine, Victoria Beckham et Frida Pinto. Et Frida Pinto? Oui, Ça, c'est pas banal comme choix. non, on m'a dit, waouh, c'est Donc- pour le physique. L'opposé de moi. Jeune et brune. Hein? C'est vrai. Avouez-le, soyez honnête, franchement. Oui, honnêtement, Bon. oui, entre quatre yeux, Très oui. bien. Donc c'est peut-être quand même des exigences un peu élevées. Alors, on m'a dit, oui. On m'a dit, oh, Gilles, tu t'es bien vu dans une glace? Je dis oui, oui. ouais. Parfois, bon, c'est vrai que pas facile. Mais bon, pour essayer de sortir à droite et à gauche, beaucoup de mal. Pourquoi? Ben parce que, comment ça s'appelle, comme je suis célibataire et tout ça, j'ai essayé de passer des annonces dans des journaux, aller sur speed dating, comme on dit si bien, ça existe depuis longtemps, et puis ensuite d'aller au restaurant. Et aussi dans les discothèques. J'adore aller danser, Ouais. depuis des années. Et ça marche pas dans les J'ai discothèques? jamais rien rentré de sérieux. Jamais. Oh, mais c'est une Jamais. jolie expression. C'est élégant comme expression. J'ai jamais rien rentré de sérieux quand même. Rencontré de sérieux. C'est Non. romantique. Non, ah oui. Puis il y en a qui m'ont dit, bah attends, ça fait 35 ans que tu sors en discothèque en 2013, tu n'as jamais rencontré une femme. Non, parce que j'ai vu l'éducation que j'ai reçue Ouais. familiale, très stricte, c'était pas facile. Ouais. Parce qu'il n'était pas question, même encore maintenant, que j'ai un rapport avant le mariage. Ah ouais. Hors de question, sinon, Mais exclusion de quand la même, famille. quand vous étiez en discothèque, vous en avez séduit des femmes. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, Vous- ça, honnêtement, oui, je peux le dire devant tout le monde, oui. Vous êtes un bon danseur? J'aime beaucoup danser. Et en général, je fais toujours la fermeture. De la boîte? 6 h du matin. Par contre, je fais beaucoup de sport. Ah. Attention. Bon, qu'est-ce que vous attendez, Gilles, de notre émission aujourd'hui? Bah, que ça m'ouvre une nouvelle porte, un nouveau chemin, comme on dit si bien, et que je rencontre quelqu'un par la suite. Ça, c'est mon désir. Mais vous avez raison. Ah, bah oui, il le faut. Frédéric, que pensez-vous de Gilles et des attentes de Gilles? Je pense que ces attentes l'empêchent d'avancer. Parce que vous avez un idéal féminin tellement élevé que ça vous empêche de rencontrer une vraie femme de chair et de sang avec laquelle vous pouvez vivre quelque chose. Donc du coup, c'est comme voilà, une sublimation, une icône, et l'idéal est trop élevé. Du coup, ça vous empêche de rencontrer vraiment quelqu'un. Et il y a un blocage aussi par rapport, effectivement, vous l'avez dit, hein, d'ailleurs vous en êtes conscient, par rapport à votre éducation, par rapport au fait de pas vouloir avoir de sexualité avant d'être marié. Donc ça, effectivement, ça vous bloque complètement. Alors il y a des points positifs, par contre, c'est que vous faites du sport, vous dansez. Ah oui. Donc ça, c'est très important Qu'est-ce quand on que n'a vous pas aimez de danser? sexualité. Un petit peu de tout, hein. Un petit peu de tout, hein. Mais ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que le jour où vous ferez l'amour pour la première fois, ça se passera très bien. Et c'est ce qu'on entend souvent. Quand on fait l'amour tardivement, en général, ça se passe bien parce qu'on a un partenaire qui est très prévenant, qui est attentif, parce que ça se passe avec quelqu'un avec qui on aura dévoilé
sa difficulté. Donc il y aura beaucoup plus d'attention, beaucoup plus. C'est très souvent ce que j'entends. Il y a beaucoup plus d'expériences malheureuses quand ça se passe très jeune. Alors, donc ça, votre corps, il vit quand même, donc ça, c'est très bien. Par contre, il y a vraiment ce blocage et je pense que ce serait peut-être important que vous alliez peut-être travailler ça avec quelqu'un, avec un thérapeute, pour sortir de ce blocage, parce que tant que vous avez ce blocage, cet interdit, cette injonction parentale, vous ne pouvez pas sortir de cette prison dans laquelle vous êtes. Vous êtes enfermé là-dedans. Je vais vous dire, ce qui m'est arrivé à toutes les deux, même à tout le monde qui est sur le plateau aujourd'hui. Parce que là, vous ne le dites pas. Non, à tout le monde. Ce qui m'est arrivé il y a 30 ans, précisément cette année, 30 ans, j'avais rencontré une fille, une voisine, j'avais fait une très belle déclaration, mais son père, il s'en est aperçu. Parce que moi, j'allais la suivre directement à son lycée, où elle allait à Orléans. Ah, mais elle avait quel âge? Elle avait 18 ans à l'époque. Et donc, du coup, vous n'avez pas pu aller plus loin? Non. Et ça vous a un peu cassé? Oui, tout à fait, parce que j'ai envoyé... Vous étiez amoureux d'elle? Exactement. Voilà. Magnifique, magnifique. Et bon, je lui ai fait un courrier que j'ai mis directement dans sa boîte aux lettres. Oh là là, c'est resté une grande douleur, une immense douleur. Et un mois après, j'ai reçu une lettre. Une lettre de sa part? Une lettre, oui. Et qu'est-ce qu'elle vous disait? Non, je suis trop jeune. Mon père refuse. Et vous n'en aviez jamais parlé de tout ça? Non. Donc c'est resté un immense chagrin d'amour qui vous a peut-être bloqué pour tout le reste de votre vie. Je ne sais pas, mais excusez-moi, c'est pas facile. La blessure est encore ouverte. Bon, Gilles, on va vous laisser vous remettre de cette émotion et on prendra connaissance de la suite de votre histoire tout à l'heure. Mais d'abord, on va découvrir quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Victime d'une agression, vous avez tout fait pour retrouver la trace de votre agresseur. C'est en retrouvant la personne qui vous avait agressé que vous êtes parvenu à vous reconstruire. Plusieurs années après s'en être pris à vous, votre agresseur est réapparu dans votre vie pour vous demander pardon. Par le plus grand des hasards, vous avez recroisé la route de votre agresseur des années après. Après l'avoir retrouvé, vous avez noué des liens particuliers avec celui qui vous avait pourtant fait du mal. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, nous prendrons des nouvelles de Perceval et Véroline. Il y a 6 ans, Perceval s'était lancé un défi, restaurer un château médiéval. Vous savez quelle vie vous attend? On le sait pas vraiment, je crois, mais je suis quand même conscient. Je ne suis pas réveillé un matin en me disant je veux un château. C'est lors d'un week-end très particulier que nous le retrouverons. C'est ensuite une Véroline métamorphosée qui nous ouvrira les portes de sa nouvelle vie. Ce sera tout à l'heure dans l'Histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Malgré les années, vous n'arrivez pas à oublier votre premier amour et vous faites tout pour le retrouver. Vous venez de retrouver votre amour de jeunesse et pour lui ou pour elle, vous hésitez à tout quitter. Votre premier baiser remontait à plus de 20 ans quand vous vous êtes retrouvés. Depuis, vous multipliez les projets d'avenir. Vous formez ce qu'on appelle un bébé couple et vous allez être parents pour la toute première fois à moins de 18 ans. À plus de 30 ans, vous n'avez jamais connu l'amour et vous commencez à désespérer. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Gilles nous le disait il y a quelques minutes, à 56 ans, il n'a encore jamais connu l'amour. Nos autres invités ont été dans le même cas. Enfin, il n'a jamais connu l'amour. Si, d'après ce que vous venez de nous raconter, puisque vous avez été fou amoureux d'une jeune femme qui vous a éconduit. Et il se trouve qu'elle était brune comme Victoria Beckham et que depuis, c'est resté votre fantasme.
Alors, nos autres invités, eux aussi, ont désespéré de vivre leur première fois jusqu'au jour où ils ont croisé la route d'un homme ou d'une femme qui a changé leur regard sur la vie. Avec eux, nous allons ouvrir notre deuxième partie, Il n'est jamais trop tard, et on revient à l'histoire d'Isabelle. Très touchée, j'imagine, par le témoignage de Gilles. Oui, très, très touchée. Alors, justement, vous avez rencontré un Gilles, vous aussi, alors que vous aviez 44 ans. Comment avez-vous découvert que vos sentiments pour lui étaient plus forts que vos peurs? Vous disiez tout à l'heure que vous aviez très peur de vous attacher, peur de perdre quelqu'un que vous aimiez. Vous aviez trop perdu de gens autour de vous. Et puis, il se trouve que les sentiments sont arrivés quand même. Oui. Alors, donc, je lui ai écrit. Je lui ai écrit que on pouvait peut-être... non pas essayer, parce que... Enfin, c'était un petit peu essayé, mais je ne voulais pas que ce soit une passade. Donc, je lui ai écrit un courrier vraiment très sérieux où, quand je le relis, je me dis, mais enfin, je parlais déjà de couple, d'engagement. Vous avez carrément fait une déclaration. Ah oui, oui. En lui faisant part de vos sentiments. Une grande déclaration, vraiment un état des lieux, de mon état d'esprit du moment, de mes craintes, de mes espoirs, enfin vraiment. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit que je lui avais envoyé un courrier. Et à partir de ce moment-là, forcément, j'ai vu qu'il se posait des questions. Donc j'ai trouvé que c'était pas une bonne attitude de le faire attendre que la lettre arrive. Donc j'avais encore mon brouillon dans mon sac, je l'ai sorti et je lui ai lu. Oh, c'est mignon ça. Et bon, comme c'était de ma part une déclaration et que j'ai vu qu'on était sur la même longueur d'onde, et j'ai senti qu'il y avait une possibilité de baiser. Et là, à nouveau, la peur, parce que j'avais jamais embrassé. Donc, dans ces cas-là, quand le fait d'avoir peur, c'est un peu comme le vertige, c'est moi qui me suis jetée à l'eau, j'ai pris les devants, et c'est moi qui l'ai embrassé, mais comme ça, je verrouillais bien la situation, je contrôlais, je l'ai embrassé sur la bouche. Et c'est comme ça que vous contrôlez les situations, vous, en embrassant sur la bouche? Oui, mais sur la bouche, pas plus. Parce que vous vouliez l'embrasser où? Lèvres très serrées. Un baiser pincé. Un baiser pincé, voilà. Bon. Et comment a-t-il réagi à ça? Gilles est quelqu'un de très délicat, donc il n'a pas tenté plus. Donc là, c'est quand même, c'était verrouillé, là. C'était dit, mais de là à me lâcher, donc on pouvait se prendre par la main, des choses comme ça, mais il me sentait encore très, très anxieuse. Et au bout de 2 semaines, donc vous êtes partis en week-end ensemble? Au bout de 2 semaines, on est partis chez des amis et il y avait un lit de 2 personnes. Et... Bon. Et alors? Et ça a été... beaucoup plus naturel et facile. Et... Vous appréhendiez immensément, j'imagine, ou pas trop? Oui, et en même temps, c'est passé naturellement. Très naturel. Et c'est vrai que je me suis dit, ça y est, j'ai passé cet interdit qui me venait quand même de ma grand-mère. Et c'était un bon souvenir? Je suis devenue une femme, ça y est, je l'ai fait entre guillemets, quoi. C'était un bon souvenir? Oui, d'une grande délicatesse de la part de Gilles et de... c'était pas si... il n'y avait pas de quoi être terrorisé. Alors, cela fait aujourd'hui 6 ans que vous êtes mariés. Et même si vous avez découvert les plaisirs de l'amour à seulement 44 ans, aujourd'hui, vous êtes une épouse et une mère épanouie. Le bonheur sur le tard, c'est peut-être le meilleur d'ailleurs, le bonheur sur le tard. Et c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré à la Plaine-sur-Mer. Un samedi après-midi à Pornic. Vraiment là. Oh, ça fait du bien. Vas-y, Monique. Bonjour.
Isabelle, 52 ans, s'est aujourd'hui lancée une mission un peu périlleuse, trouver de la lingerie fine avec l'aide de son amie. Isabelle a vécu sa première fois il y a seulement 7 ans. Avant cela, elle aurait été incapable de rentrer dans ce genre de boutique. Regarde Isabelle comme c'est joli. Oh. Ah oui, c'est fruité ça t'irait bien. C'est vrai, ça me fait penser à un beaucoup fruit. plus féminine si tu portais ça. Tu exprimerais ce que tu es vraiment. En fait, Isabelle n'est pas très à l'aise au milieu de toutes ces tenues affriolantes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Waouh. Je suis d'abord étonnée parce que je me regarde pas beaucoup dans les miroirs. Je n'ai pas l'habitude de me regarder comme ça. Donc, puis c'est pas une tenue, j'ai un peu tendance à tout refermer. Élevée par ses grands-parents, elle a reçu une éducation très stricte. Sa grand-mère lui a toujours dit que la sexualité, c'était une mauvaise chose. Alors ce n'est qu'à sa mort qu'elle a enfin pu vivre pleinement sa vie de femme. J'avais 7 ans sur le plan affectif. Je dis affectif parce que j'arrive pas forcément à dire les autres mots. Donc maintenant, je serais une adolescente au stade des premiers émois. Et puis de temps en temps quand même, un petit peu plus. Celui pour qui elle fait l'effort d'acheter ce genre de tenue, c'est Gilles, son mari. Le seul homme qu'elle ait connu dans sa vie. Chérie, je suis rentrée. Alors voilà, j'ai fait des petits achats, comme je te disais. Alors il y en a un, c'est une surprise. Voilà. Les autres aussi. Hein. Oh là 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 là. Je connais ça. Oh, qu'est-ce que c'est doux. Gilles a toujours été patient avec Isabelle et il sait que son histoire personnelle la marque encore aujourd'hui. Isabelle a besoin de beaucoup de tendresse, beaucoup de l'apprivoiser, que ça soit qu'il y ait de l'atmosphère. Isabelle a besoin de vrais supports, de vrais piliers pour construire sa vie morale, affective. Et j'essaye d'être à la hauteur. Mais c'est joli aussi. C'est beau. Isabelle a aussi besoin de rituels amoureux pour se sentir à l'aise avec sa féminité. J'ai des pétales de rose que j'installe sur le lit parce que je trouve ça, voilà, frais, romantique, enfin comme j'aime, quoi. Parce que ça pose les choses, c'est pas comme si on se sautait dessus, en fait. Pour moi, c'est une forme de langage aussi, ça. C'est une façon de dire à Gilles que je l'aime, que je le désire toujours, que je veux que notre amour soit beau. Et parce qu'elle a réussi à sauter le pas, Isabelle s'est construit une famille. Quelques mois à peine après son début de relation avec Gilles, ils ont eu une petite fille, Claudia. Aujourd'hui, elle a 6 ans. Moi, c'est comme ça que je porte les jeunes filles. C'est comme ça que je les emmène à la plage des jeunes filles, moi. C'est le fruit de notre amour. Je pense que notre amour est beau et que tout se reflète dans Claudia. Mais en plus, elle est équilibrée, elle est joyeuse. Donc avoir ma propre famille, non. J'y avais renoncé, j'avais perdu la famille, le peu de famille que j'avais, je pensais jamais en refonder une autre. Alors ça, c'était de la science-fiction à l'époque. C'est incroyable, c'est incroyable. Je viens de parler de ma famille. Le bonheur. Bonjour Gilles, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Comment Isabelle vous a-t-elle fait comprendre qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle? Tout de suite, dès le début. Isabelle m'avait repoussé mes avances, m'a fait tout de suite comprendre qu'elle avait en émotionnel 8 ans, 7 ans.
Même pas pré-ado ni rien, donc... Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était pas trop lourd à porter? J'ai compris rapidement. Mais c'est pas grave, c'est pas un souci, on peut s'apprécier, voilà. On verra comment la vie va se développer, comment on va arriver à s'apprivoiser, peut-être réveiller sa féminité, je sais pas, peut-être, surprise, mais... Manifestement, vous y êtes parvenu, mais d'après ce que j'ai compris, il faut toujours l'apprivoiser quand même, physiquement. Il faut beaucoup de tendresse, beaucoup de discussions. Les choses sont développées dans tous les sens. Il faut que ça soit... on essaye d'être un couple éveillé. Peut-être que ce que vous appréciez aussi chez elle, c'est la pureté de ses sentiments et de son émoi, justement. C'est une expérience complètement différente de ce que j'ai connu. C'est une certaine maturité dans les relations hommes-femmes. C'est beaucoup plus... C'est marrant que vous disiez ça, une certaine maturité dans les relations hommes-femmes. Oui, mais c'est incroyable la différence, même pour l'éducation des enfants, même pour beaucoup de choses. On apprend avec de la patience à bien peser les ressentis de l'autre. Beaucoup plus de dialogue et d'échange. Si je n'ai pas compris son attitude, j'essaye de pousser un peu le bouchon et après je dis, bien sûr, c'est évident. Oui. Étienne, on revient vers vous. Vous nous racontiez tout à l'heure que finalement vous aviez compris que vos sentiments pour Michel étaient plus forts que votre désir de devenir prêtre. Vous avez fini par lui faire une déclaration, par partir avec elle un week-end à l'écart des regards. Est-ce que vous avez tout de suite passé le cap de l'intimité tous les deux? Non, parce que j'avais un peu les mêmes préjugés que vous avez vous-même, qu'on m'avait inculqués, et que comme aumônier, j'inculquais aux jeunes que j'avais, pas de relation sexuelle avant le mariage. Donc, je me voyais mal faire tout de suite le contraire de ce que j'avais toujours dit. Donc vous l'avez demandé en mariage? Oui, alors on avait décidé de se marier. Mais je lui ai dit, nous n'aurons une union complète tous les deux qu'après notre mariage. Elle a accepté? Elle a accepté, oui, oui, bien sûr. Donc vous êtes mariés combien de temps après? On s'est mariés 2 mois après. Alors avec Michel, vous avez eu 2 enfants. Oui. Est-ce que votre secret est devenu un secret de famille? Alors, on avait trouvé comme emploi enseignant tous les deux dans une école privée. Et on arrivait dans une petite ville de 5000 habitants, très, très catholique. Et donc on s'est dit, si on annonce d'où on vient, on ne va pas pouvoir avoir ce poste-là. Et nos parents nous avaient dit, surtout, surtout ne dites pas ce que vous étiez avant. Donc on a gardé le secret. Mais avec nos filles, au fur et à mesure des circonstances, on leur expliquait qu'on avait envoyé un film où on allait à un mariage et on leur disait, avant, Étienne, il faisait des mariages comme ça. Donc pour elles, ça a été tout doucement. Et puis un beau jour, ça s'est su dans la ville où nous habitions. Et alors là, il y a eu des problèmes avec des amis qui nous reprochaient de ne pas leur avoir dit, mais ça s'est raccommodé progressivement et ça s'est bien passé. Là où ça a été beaucoup plus difficile, c'est qu'en réfléchissant sur notre passé, on a remis en cause notre foi religieuse en disant on s'est laissé enfermer dans quelque chose qui nous a bloqués et on a remis radicalement notre conviction religieuse en cause. Et aujourd'hui, nous ne croyons plus du tout ni l'un ni l'autre. Vous ne croyez plus en Dieu aujourd'hui? Non, non, du tout. Ça alors? Eh bien oui. Je raconte ça dans un livre que j'ai écrit à l'époque qui s'appelle « Vivre avec ou sans religion ». Parce que pour moi, ça a été une très grosse question. Comment j'ai pu croire au point de devenir prêtre un jour et comment aujourd'hui, je ne crois plus du tout. Et c'est pour répondre à cette question et par là à mon entourage pour expliquer mon évolution. Et peut-être qu'on fera une émission sur ce thème-là, ça me paraît un sujet très intéressant. Vous, Éric, vous aviez 47 ans quand vous avez connu votre première fois après avoir caché votre homosexualité pendant plus de 30 ans. Vous avez découvert une première fois l'amour physique. Et puis, l'homme avec lequel vous avez découvert l'amour, est-ce qu'il est devenu votre compagnon ? Non, non, ce n'est pas lui qui est devenu mon compagnon, mais c'est lui qui m'a permis de connaître mon compagnon. C'est lui qui m'a fait connaître un site internet gay auquel je me suis adressé pour connaître Daniel, en fait. C'est vrai. Eh bien justement, il est temps à présent d'accueillir Daniel, l'homme qui partage votre vie depuis 12 ans.
Et si l'on rejoue tous les amis, dis-moi que tu m'aimes. Et si l'on modifie les thèmes, dis-moi que tu m'aimes. Je me permets de les enlever parce qu'elles sont cassées. Bah vous pleurez? Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous pleurez? C'est l'émotion. Pourquoi l'émotion? Parce que j'aime beaucoup Daniel, en fait, c'est sûr. Vous aimez beaucoup ou vous l'aimez tout court? Je l'aime toujours et je l'aimerai jusqu'à la fin de mes jours et même au-delà, je pense, bien sûr. Eh bien, dites donc. Quand vous avez rencontré Éric, Daniel, est-ce qu'il vous a parlé de son manque d'expérience? Oui, il m'a fait part de son manque d'expérience et puis j'ai été patient, d'où, voilà. Et comme j'avais un petit peu de sentiment pour lui, donc j'ai pris la patience et puis je l'ai découvert le personnage qui était très intéressant. Et puis j'ai fait part de mes connaissances un peu, du fait que moi j'ai toujours vécu ma vie homosexuelle. Donc vous lui avez fait part de votre expérience? Voilà. Charnelle? Dirons-nous. Bon, vous l'avez initié pour le moins. Tout à fait. Bon, et donc aujourd'hui ça se passe bien, enfin j'imagine. Oui, ça se passe bien, c'est vrai. Est-ce que vous auriez imaginé un jour vivre une telle histoire d'amour? Ah, moi, non. Je m'étais résigné à ne jamais entendre quelqu'un me dire un jour, Éric, je t'aime. Et un jour d'avril 2002, c'est Daniel qui est arrivé en me disant, Éric, je t'aime. Ce jour-là, je me suis souvenu d'une chanson, de la chanson chantée par je ne me rappelle plus qui dit je sais. Gabin, voilà, la chanson de Gabin, je sais. Quand il dit « Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau ». Je ne peux pas mieux dire « Il fait très beau ». Mais c'est vrai, il avait raison. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Bon, donc vous êtes heureux tous les deux. Tout à fait. Eh bien, merci d'être venu nous voir. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, Gilles, on vous souhaite de rencontrer l'amour. De toute façon, on vous fera suivre le courrier que nous recevrons. J'espère qu'on vous recevra là-bas rapidement avec de bonnes nouvelles. Je l'espère. Merci d'être venu. En tout cas, la richesse de notre émission tient tout entière dans la diversité des témoignages de celles et de ceux qui nous font chaque jour confiance. Merci d'être venus. Et nos invités de l'histoire continuent. Aujourd'hui, en sont là encore la preuve vivante. Je suis ravie de recevoir à nouveau Perceval et Véroline. Bonjour à tous les deux. Au-delà de l'originalité de vos prénoms respectifs, vous partagez une même exigence de la liberté. Merci donc d'être là. On va commencer avec vous, Perceval. Nous avions fait votre connaissance le 27 septembre 2007. Hélas, ce n'était pas moi, c'était Jean-Luc qui vous avait reçu. Vous étiez venu témoigner de votre nouvelle vie de châtelain. Après des années de recherche, vous veniez d'acquérir le château de Tille, en Bourgogne. Qu'est-ce que représentait cet achat pour vous? Oh là. Plus qu'un rêve, un idéal depuis fort longtemps, parce que pour acquérir ce lieu, j'ai parcouru, moi je ne suis pas d'une famille ni aristocrate, ni bourgeoise, hein, c'était vraiment un rêve d'enfance. Et donc j'ai parcouru les routes de France pendant 12 années, à la quête d'un château fort, un château médiéval, c'était très précis, j'étais à la recherche d'un château entre 11e et 15e siècle. Mais donc pourquoi médiéval. Vous étiez passionné par l'histoire, par l'architecture médiévale, les chevaliers, les chevaliers à table ronde, etc. Mais c'est au-delà de ça, c'était plus une qualité de vie. Pour moi, c'était presque nécessaire, quoi. Et donc, pendant 12 années, j'ai fait 1500 châteaux entre 11e et 15e siècle. Ah oui. Voilà. Alors, vous étiez un tout jeune châtelain lorsque vous avez rencontré Jean-Luc Delarue, la tête pleine de rêves. Vous vouliez vivre pleinement votre passion pour l'époque médiévale. Le pari était franchement audacieux et risqué. Nous vous avions laissé au début d'une sacrée aventure. Où en êtes-vous aujourd'hui? Eh bien, la réponse en images. Je voulais déjà un château, je voulais être magicien. Ouais, c'est un rêve d'enfant pour réaliser. Oui, c'est un rêve d'enfant. Quand Perceval était venu sur notre plateau, il venait de réaliser son rêve, acquérir un château médiéval. C'est une partie d'un objectif atteint, je dirais, parce qu'un château, ça ne vous appartient pas. C'est le patrimoine de notre pays. Et enfin, donc, il est à vous quand même, en attendant. J'aime pas le sentiment de posséder quelque chose. Mais avant de trouver le château de ses rêves, Perceval avait sillonné la France entière.
Tous les points rouges, là, c'est un château qui a été visité, quoi, uniquement médiéval. 1500 châteaux au total. Sur une dizaine d'années. Ouais, sur une dizaine d'années, il a fallu attendre 10 ans pour trouver enfin le coup de cœur. Ça fait bien 10 ans d'économie pour pouvoir réaliser ses rêves, concrétiser, mais enfin, rien n'est gratuit. Il faut faire beaucoup de spectacles, beaucoup. Après une longue quête, le couple trouvait enfin le château tant désiré. Qu'est-ce que ça te fait? Tu réalises? Enfin, ouais. C'est dur de réaliser. Hein. On l'a tellement rêvé. La boucle est presque bouclée, là. Je dirais même qu'elle est bouclée, quoi. Ah bah oui, c'est des larmes de joie, c'est normal. Vous êtes heureuse? Oui. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à quoi? Relever les manches et puis attaquer. Vous savez quelle vie vous attend? On le sait pas vraiment, je crois, mais je suis quand même conscient. Je ne suis pas réveillé un matin en me disant je veux un château, ouais, ça c'est sûr. Je suis conscient des difficultés. Tout le monde vous regarde avec des yeux, Vous pensez à quoi, Lydia? Il ne sait pas à quoi il... Je l'ai choisi, donc je vais l'assumer. Mais ça ne me fait pas peur. Sûr de ses choix, Perceval avait facilement su convaincre sa compagne de le suivre dans sa passion. Je me suis laissée imprégner de son virus et voilà, maintenant je suis partante à plein pot. Il y aura de la place pour des enfants? Je vois pas trop ça compatible. C'est un enfant de 1000 ans quand même. C'est un enfant de 1000 ans. Après l'émission, nous retrouvons Perceval dans son château, le château de Tille, en Bourgogne. Alors, suite à l'émission, après, j'ai eu des dizaines de personnes qui m'ont dit « Mais quelle idée d'avoir pris un lieu comme ça, faut être un peu inconscient. » Et je ne pense pas qu'il faut être inconscient. Moi, je dis toujours, j'ai réussi parce que je ne savais pas que c'était impossible. Je trouve ça beau, parce que si on se pose trop de questions, on ne le fait pas. Émerveillé par son château, Perceval reste néanmoins lucide sur l'ampleur de son projet. Évidemment, un lieu comme ça, c'est magique. Le point le plus élevé de la région, en face du site d'Alésia. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui font que c'est un endroit très intéressant. Le tout, c'est pas de l'acheter, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Parce qu'une fois que vous l'avez, vous avez que, je dirais pas les emmerdes, mais vous avez le début de l'aventure, plus tous les travaux qui vont derrière et le non-confort de ces lieux. Surtout un château d'époque médiévale, c'est rarement confortable. Là, l'objectif, c'est de maintenir le site en état, c'est pas de reconstruire le château, c'est de le préserver, mais il y a déjà énormément à faire. Pour Perceval, pas de doute, le château est sa priorité. C'est un investissement de tous les jours. Avec Catherine, on apprend à tout faire. Après, ça fait partie du devoir de ces lieux. Quand on prend un endroit comme ça, c'est presque, on est au service du lieu, donc on rentre presque en religion. Faut vraiment les prendre pour ça. Si on les prend juste pour le côté égo, j'ai un château, et le prestige du château, on n'a pas la force de continuer. Je me rends compte que les gens, ils aiment bien. Par contre, ils aiment bien vous appeler Monsieur le Comte, ou ils aiment bien parce que vous les faites rêver en même temps. Mais moi, ça me met plutôt mal à l'aise, quoi. Pour Perceval, ce qui importe, c'est de faire vivre son château. C'est souvent quand même plus dur que ce qu'on pense, quoi. Mais on est bon, on est prêt pour guerroyer. On a l'énergie et l'envie, quoi. Donc ça va. Thierry, son ami, est témoin de l'investissement de Perceval, mais aussi de celui de Catherine, sa compagne, qui a eu un véritable coup de cœur pour le site. C'est un lieu chargé d'histoire, puisque c'est une forteresse importante. Hein. Après, il y a des petits lieux qu'on a investis. Par exemple, le jardin, c'était une passion que j'ai découverte pour les fleurs un peu médiévales. Donc, j'ai essayé de faire un jardin de fleurs médiévales. On investit progressivement le lieu en essayant de lui donner vie. En fait, c'est pas juste un tas de ruines, c'est un lieu qui vit. Thierry voit bien à quel point le couple se dévoue corps et âme pour son château. Perceval et Catherine n'ont pas d'état d'âme vis-à-vis de leur vie personnelle. C'est-à-dire que le château passe avant tout. Donc, ils ne se donnent pas de limite à la faisabilité. C'est une passion irrépressible. Perceval avance, crée, et Catherine bâtit derrière, gère, stabilise la situation d'un Perceval un peu fougueux. Malgré toute l'énergie que réclame le château, le couple a su trouver son équilibre.
C'est vrai que de vivre dans un château, on a une chance énorme, hein, bon, qu'on a provoqué aussi, on est allé la chercher. Hein. Il y a toujours une balance et puis le bonheur fait oublier les petits ennuis qu'il y a pu avoir parfois. C'est une aventure commune, une aventure à trois, puisqu'il y a Perceval, Thiel et puis moi. C'est un peu devenu notre bébé, quoi. Quand on rentre au château, il faut respecter le château. Il faut être accepté, l'apprivoiser, apprivoiser Perceval aussi. On rentre pas comme ça. Aujourd'hui, Perceval est sur le pied de guerre. Dans quelques heures, débutera le grand week-end médiéval qu'il organise chaque année au château. Tu peux juste m'aider à décharger les tables? Toujours beaucoup de stress pour Perceval, très impliqué. Mais heureusement, il est secondé par Catherine, sa compagne, et par une trentaine de bénévoles. Oyez, oyez. Bon, voilà, donc on va trinquer tous ensemble hein, pour cette 5e édition. Je compte sur vous, je suis sûr, pour faire une animation fantastique. Hein. Parce que cette fête médiévale, déjà, on ne peut pas la faire, bien sûr, sans vous, mais on l'a fait vraiment avec le cœur. Parce qu'une fête comme ça, on l'a fait pour faire plaisir aux gens, on l'a fait vraiment pour le partage et pour... Le beau château. Pour le château. Perceval ne perd pas le rythme. Il gère les derniers préparatifs avant l'ouverture des portes. Près de 3000 personnes sont attendues. C'est sûr qu'on court un peu partout. Et là, ça va aller, on gère. Magique. Il est temps à présent pour Perceval d'enfiler son costume d'époque et d'accueillir les premiers visiteurs. Les portes sont ouvertes. Pour cette 5e édition, Perceval et Catherine ont misé sur la présence de troupes professionnelles pour approcher au plus près le quotidien de l'ère médiévale. Le château est aussi une formidable scène pour Perceval et Catherine qui y présentent leur spectacle. Ça marche. À bientôt, peut-être, sur d'autres chemins, pour d'autres aventures. Il y a le côté artiste qui fait son spectacle, hein, un peu plus détendu, et le personnage. Et puis après, quand tout est terminé, il y aura le Perceval propriétaire des lieux. Alors, quand on voit justement tout ce monde, là, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Hein, c'est ce qui donne l'envie de continuer. Perceval vit son rêve, un rêve épuisant, mais grâce auquel il s'épanouit pleinement. Demain, une nouvelle journée médiévale s'annonce au château pour le plus grand bonheur de son propriétaire. Perceval, qui est allé au bout de sa passion. Quel impact notre émission a-t-elle eu dans votre vie? La première émission, peut-être? Oui. La première émission. Suite à cette émission, évidemment, j'ai eu pas mal de visiteurs curieux qui venaient. Nous, on venait d'arriver, on venait de prendre possession des lieux, donc qui étaient surpris de notre engagement pour ce lieu, parce que c'était longtemps à l'abandon. Et donc, ils nous prenaient certainement un petit peu pour des marginaux et des fous, peut-être, je ne sais pas. Mais quand on suit ses passions, on n'est pas toute passion. Qu'est-ce qui a changé, en fait, concrètement, pour vous, au quotidien? Au quotidien, plus de... On se levait déjà très tôt le matin. On se levait vers 5h30 tous les matins, nous. Encore plus d'énergie et plus de travail, mais après, de nouveau, là... Mais de quoi vous vivez? Comment vous avez financièrement les moyens de retaper ce château? Ouais, je vis de mes activités professionnelles, c'est-à-dire je suis magicien et je travaille en événementiel et mes spectacles. Ça, c'est en plus de votre activité C'est en plus, mais professionnelle. maintenant, Thiel est un beau terrain de jeu, quoi. C'est un beau théâtre pour nous. Ouais, donc, c'est un lieu où je me sers de lui, il se sert de moi. Ce que je gagne, je le remets pour lui, quoi. Voilà, quoi. La boucle est bouclée. Vous êtes toujours aussi passionné par ce lieu, par ce château? Toujours, oui. Est-ce que l'avenir vous fait peur? Non. Parce que je crois on devrait
Quand on a un lieu comme ça, on vit beaucoup plus le présent. On est angoissé par notre futur, on est nostalgique de notre passé, et souvent on oublie le présent. Et pourtant, le présent, c'est important. Donc, avec un lieu comme ça, je crois que ce qui est important, c'est de faire. C'est pas de finir, on n'aura jamais fini. Donc, c'est de faire, c'est d'être heureux de faire. C'est important d'avoir trouvé aussi une compagne qui partage votre passion ou qui a épousé votre passion. Tout à fait. Elle l'avait, elle aussi, cette passion pour les châteaux? Elle l'avait aussi. Peut-être moins que moi, mais elle s'est fondue dans mon projet. Elle en a pas ras-le-bol, du château? Je pense pas, non, il faut lui poser la question. Est-ce que c'est quand même au détriment d'un projet d'enfant, si j'ai bien compris? Oui, bien sûr. Mais, elle n'en a pas souffert? Par rapport à un enfant? Non, je ne pense pas qu'elle en voulait. Je pense qu'entre nos activités professionnelles, le spectacle, on est beaucoup sur les routes, plus le château, je crois qu'on a un enfant de 1000 ans, c'est déjà pas mal. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir nous donner de vos nouvelles aujourd'hui? Je pense pour communiquer, si je peux faire passer le message, il y a une belle phrase qui dit j'ai réussi. Alors réussir, ça veut tout et rien dire. Hein. J'ai réussi parce que je ne savais pas que c'était impossible. Je trouve que c'est une belle phrase parce que si on réfléchit trop, on ne fait pas les choses. Donc le message à passer, c'est je crois qu'il faut suivre son cœur, avoir le courage de suivre son cœur. Donc c'est un privilège d'avoir le courage de suivre son cœur, mais je pense qu'on est beaucoup d'entre nous sont capables de le faire. On peut le visiter, votre château? Oui, bien sûr, on l'ouvre à la visite. Je pense qu'on a un devoir de le faire. On n'est pas obligé de le faire, mais je pense que quand on prend un endroit comme ça, on ne le prend pas pour soi, on le prend pour la passion de l'histoire, de l'architecture, de la transmission. Autrement, on n'a pas la force de continuer. Ouais. Il est ouvert toute l'année? Non, on l'ouvre de Pâques et là, tout ça. Ouais. C'est marrant ce que vous disiez dans le reportage, on ne se sent pas propriétaire d'un lieu comme celui-là. On est de passage, on est là oui, bien pour... sûr, mais je crois que beaucoup de gens qui possèdent un lieu comme ça ont la même philosophie. Quoi. Et bien, bonne chance et bon courage. J'imagine qu'il vous reste encore beaucoup de travaux, beaucoup de choses à faire dans ce lieu. Merci. Bon courage. Il est temps à présent de prendre des nouvelles de vous, Véroline. J'ai eu le plaisir de vous recevoir il y a un peu plus d'un an, le 12 septembre 2012. Vous étiez venue témoigner sur votre histoire d'amour. Tout à fait. Avec un beau jeune homme, oui. Plus intéressé par votre argent que par votre bonheur. Quelles étaient vos motivations pour témoigner sur notre plateau? Alors, mes motivations, c'était de faire passer un message aussi, justement, par rapport à ce genre d'histoire, quand on peut tomber amoureux, comme je suis tombée amoureuse de quelqu'un, de dire de faire très attention, que souvent, il y a des signes avant-coureurs, mais quand on est amoureuse, on ne les voit pas. On essaye de dire, mais non, on y va, on y va. Finalement, justement, de dire à ces personnes, soyez prudentes, faites attention. Et voilà. Vous étiez quel genre de femme à l'époque? Très amoureuse. C'est un genre, ça? Très amoureuse? Vous étiez donc très romantique? Très romantique, oui. Oui, je suis vraiment... Et puis j'ai eu un coup de cœur, hein, je l'avoue. J'ai eu un gros coup de cœur quand même, pour un jeune homme plus jeune. Oui, de toute façon, je revendique, je suis une femme cougar, de toute façon, oui. Ah ben voilà, donc c'est un genre, ça. C'est un genre, mais c'est aussi un coup de cœur. On peut être femme cougar et aimer. Une cougar romantique. Une cougar romantique. C'est pour ça que je prône l'amour n'a pas d'âge. Voilà. Il y a un an, vous étiez donc une femme en reconstruction qui avait trouvé la force de quitter l'homme qu'elle aimait malgré tout. La femme que vous êtes aujourd'hui a fait de cette épreuve une force, comme souvent. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans ce reportage. Il y avait 20 ans de différence avec moi. Et finalement, j'ai craqué. Véroline était venue sur notre plateau pour nous raconter son histoire d'amour avec Nicolas, de 20 ans son cadet. Comment avez-vous rencontré cet homme dont vous allez nous parler? Alors, en fait, j'ai rencontré sur un réseau social. On a eu un rendez-vous. Là, je l'ai vu, puis j'ai fait waouh. Il était plutôt bel homme? Très, très bel homme. Vraiment 1m97, brun, ténébreux comme j'aime, et c'est ce qui m'a attirée. Il a joué tout à fait la séduction. Et je disais non, faut pas que je craque, Et finalement, j'ai craqué. Est-ce qu'il vous a donné des raisons de douter de ses intentions? Pas du tout. Il m'a payé un verre, parce que moi, je faisais très attention justement à ce genre de choses. Très amoureuse, Véroline croyait réellement à ce grand amour, jusqu'au jour où elle avait réalisé que le jeune homme était plus intéressé qu'amoureux. Et puis, vous avez fini par avoir quelques doutes sur ses intentions. À quel moment? En fait, déjà, j'arrivais plus à le joindre par téléphone, me laissait sans nouvelles, c'est bizarre. J'allais au restaurant, c'est moi qui payais. On allait boire un verre, c'est moi qui payais encore. Donc j'avais toujours le porte-monnaie. Et après, j'ai réussi à trouver son mot de passe sur le réseau social. Et là, j'ai eu la confirmation. De quoi? Et il disait à ses amis,
j'ai trouvé une autre femme, je vais me la faire, elle a plein de fric. J'étais vraiment le pigeon, quoi, en fait. J'ai laissé tomber. J'ai dit c'était terminé. Terminé. Trahie, blessée, Véroline avait perdu toute estime d'elle-même. Vous avez souffert? Beaucoup, énormément. J'ai fait une bonne dépression, d'ailleurs. Un an après l'émission, c'est une nouvelle Véroline que nous retrouvons dans le sud de la France. Au printemps dernier, elle a été élue Miss Cougar France 2013, un titre qui lui a redonné confiance en elle. Tiens, Chine. Moi aussi. On Chine à l'élection quand même. Hein. C'est super, ouais, vraiment. Moi, je suis très contente pour toi. Ah, ton amour, merci. Alors, attends. J'ai eu plusieurs articles dans les journaux. Donc, ça, c'est dans ce magazine-là. Donc, alors, attends, je vais te montrer. Regarde. Oh, ouais, j'ai été élue Miss Cougar 2013. Ah, oui, il y avait beaucoup de candidates. Bah, écoute, il y avait un casting dans toute la France. D'accord. Et en fait, on s'est retrouvé une dizaine de candidates. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Et j'étais élue première. Alors, t'es super contente. Ah ouais. Pourquoi tu l'as fait les élections? Mais écoute, moi, je me suis demandé pourquoi je ferais pas finalement. Tu vois, cette élection Miss Cougar m'a redonné du peps. Voilà. Oh, c'est chouette. Tu vois? Ouais. Alors attends, je te l'enfile. Voilà, Miss Cougar France. Oh, c'est chouette. Et tu sais, je suis à vie, hein. Miss Cougar France 2013. Oui. Et puis, t'as vu la couronne un peu comme elle est belle? Attends, hein. Ça rigole pas, hein. Une vraie couronne de Miss. Grâce à cette élection, Véroline s'assume pleinement. Au programme aujourd'hui, une séance photo avec son photographe et ami, David. Ok. Nickel, super. Impeccable. Top. Confiance en toi et tout, au top. Ok. Montre un peu. Viens voir un peu. Ah, magnifique. Ouais, franchement, par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu, là, tu es resplendissante, merci. ça pétille, c'est frais, c'est toi, c'est la Véro, quoi. Je la retrouve, quoi. Merci, mon David. C'est cool. Merci. Véroline n'a pas choisi ses vêtements et ses maillots de bain au hasard. Après sa rupture avec Nicolas, Véroline a opté pour un vrai changement de vie. Elle vient de lancer sa propre ligne de vêtements. Elle dégage complètement glamour, sexy, juste ce qu'il faut et ça montre un exemple. Tu sais, une à genoux comme ça et tu vas jouer avec ton t-shirt. Comme ça, voilà. Super, top. Les photos, elles s'adressent à une certaine catégorie de personnes, de jeunes hommes qui m'apprécient et surtout aussi des femmes de mon âge qui disent pourquoi moi je le ferais pas? Et ça m'a boostée. Je suis une femme cougar, forcément. Je m'en fous, j'assume. Ah oui, moi, c'est le regard des jeunes hommes que je recherche. Hein. Sinon, c'est même pas la peine. L'autre nouveauté dans la vie de Véroline, c'est qu'elle revoit Nicolas. Suite à son passage dans l'émission, le jeune homme l'a rappelé et Véroline a décidé de lui laisser une seconde chance. Bon, je t'ai fait une petite surprise. Ah ouais? Ouais, on va aller faire un peu de jet. Non. Ouais. T'es prête? Ouais, allez, c'est parti. on y va. Véroline et Nicolas ne se sont rien promis. Ils profitent juste de l'instant présent. On s'est retrouvés parce que j'ai vu qu'elle avait fait une émission, qu'elle avait quand même parlé de moi. Ben, ça m'a touché. C'est vrai que j'ai senti que ça l'avait fait souffrir. Il est venu discuter avec moi, on a parlé du passé. Je dis pourquoi pas, lui laisser une seconde chance. On s'est revus directement, l'étincelle s'est rallumée. Après, il faut toujours être méfiant, on a toujours un pied en avant, un pied en arrière. Puis voilà, c'est ma vie. Alors, je vois quand même des petites larmes dans ses yeux. Pourquoi ces larmes? Vous êtes fière de vous ou pas? Fière de moi. Je suis fière de moi en tant que Miss Cougar France, forcément. Oui. Je suis très, très fière. Bon. Parce que pour moi, c'est une consécration. Et puis, par rapport à cette histoire, j'ai pu évoluer, m'assumer. Et ça m'a donné la force. Mais c'est terminé. Alors, c'est quoi ces larmes? Ces larmes, en fait, c'est fini. En fait, depuis le tournage, je n'ai plus de nouvelles. De qui? De cette personne que vous avez vue. Vous n'avez plus de nouvelles? Je n'ai plus de nouvelles. Peut-être qu'il va revenir. S'il revient, il ne reviendra pas parce que moi, j'ai décidé que non. Et entre-temps, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui m'aime, vraiment. C'est vrai? Oui. Donc plus jeune aussi? Plus jeune aussi, oui, exactement. Oui, je suis une femme cougar, forcément. C'est-à-dire que vous n'aimez que les jeunes? Non,
Non, non, non. Et c'est quoi une femme cougar? Alors, une femme cougar, nous, on nous a appelés les femmes cougar. J'ai pas bien compris encore. Mais si, vous savez, Sophie. Non, non. On nous a donné une étiquette, on nous a donné un nom. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, on nous a donné un nom, parce que les hommes qui ont 50 ou 40 et qui aiment des femmes de 20 ans, on ne leur donne pas de nom. Bon, bref, on nous a donné un nom. Moi, ce que je souhaite, c'est montrer qu'une femme comme moi, qui aime les hommes plus jeunes, mais pas forcément les jeunes hommes, ça peut être la différence d'âge. On peut avoir 10, 15 ou 20 ans de différence du moment qu'il y a de l'amour. Moi, je prône l'amour n'a pas d'âge. Il y a des femmes cougars comme Edith Piaf, par exemple, qui a aimé Marcel Cerdan, et c'était de l'amour. Et moi, je suis une femme cougar romantique. Et j'en ai marre qu'on nous mette une étiquette de trash, de vulgaire. On n'est pas toutes comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je revendique. Vous revendiquez quoi? Votre âme romantique? Voilà, je revendique mon titre de Miss France Cougar. Alors, donc c'est un titre qui est remis en jeu chaque année? Alors, chaque année, c'est remis en jeu, tous les ans. L'année prochaine, je serai membre du jury pour 2014. Vous n'avez pas le droit de vous représenter? Je n'ai pas le droit de me représenter. Je serai Miss France Cougar 2013 à vie. Ça existe depuis quand, ce concours? 3 ans. Je suis la 3e. D'ailleurs, j'ai ma dauphine qui est dans le public. Ma 2e dauphine. Voilà. D'accord. Très bien, bonjour. Voilà, donc on essaie, nous, de redonner une image qui est complètement différente de ce que les médias veulent nous mettre sur le dos. Voilà. Mais, pardonnez-moi, mais vous essayez de vous donner une image, mais physiquement, l'image que vous arborez ne correspond pas forcément à ce que vous êtes en train de nous décrire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut être... Vous êtes magnifique physiquement. Merci, Sophie. Mais vous pourriez être... Être avec quelqu'un de mon âge? Non, c'est pas ça. Mais vous n'avez pas une manière de vous habiller très romantique. Ah, alors parce que j'ai une robe courte et bien... très sexy. Sexy. Ouais. Donc c'est normal qu'on vous colle un peu une image de Pas fille forcément, un peu parce qu'il y a tombeuse. des moments où je suis sexy comme ça, où il y a des moments où je vais être en jean avec un petit t-shirt. Voilà. Après, oui, je revendique mon corps, parce que j'estime qu'à mon âge que j'ai, je peux encore le mettre en avant. Après, peut-être dans plus de 45 ans. Je dirais pas mon âge. Beaucoup plus ou... Je ne dirais pas plus. Mais bon, jusqu'au jour où je pourrais plus, je dirais, dans ces cas-là, je mettrai une robe jusqu'à là. C'est beaucoup de boulot pour avoir un corps comme le vôtre? J'ai la chance que le bon Dieu m'ait donné ce corps-là. Et après, je l'ai travaillé. Oui, j'imagine que vous le travaillez beaucoup quand même. Je l'ai travaillé il y a très longtemps, je ne travaille plus là. C'est quoi, beaucoup de gym? Vous faites très la attention à ce que vous mangez? Et la nutrition. Voilà. La nutrition. Pas d'alcool, rien du tout? J'en bois quand même un peu, mais pas tous les jours forcément, mais en fait, oui. Comment vous envisagez l'avenir? Actuellement, donc surtout, j'ai des gros projets. J'ai monté ma marque de vêtements collection 2014. Spécial cougar ou non? Rien à non, voir? Non, pas spécialement cougar, mais effectivement des femmes d'un certain âge aussi. D'autre part, j'ai d'un certain âge, j'ai vu que c'était très sexy quand même. Oui, c'est sexy aussi, mais il y donc aura d'un aussi... certain âge qui peuvent se le permettre. Qui peuvent se permettre aussi, oui, c'est vrai. D'autre part, j'ai créé le mouvement Cougar Power Follower. Parce que je veux montrer qu'on peut être une femme cougar, mais on peut avoir du cœur. Ouais. C'est pas le sexe, c'est le cœur aussi. Oui, très bien. Voilà. Donc c'était les messages que vous souhaitiez faire passer aujourd'hui. Et l'amour n'a pas d'âge, surtout. L'amour n'a pas d'âge. Et bon, c'est un message qui nous convient assez bien. Merci beaucoup. Merci, on est ravis d'avoir pris de vos nouvelles. Bonne chance pour l'avenir. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue, Perceval. Merci Sophie. Donc je vous demande de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour d'autres histoires. Et tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci beaucoup. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu... J'ai jamais réussi à trouver ma place, je me suis sentie toujours mal aimée. Et j'ai eu des relations très conflictuelles avec ma mère. Je me sentais pas du tout avec l'instinct maternel. L'impression que mon fils était la cause du fait que mon couple n'allait pas bien. J'étais partie dans un engrenage infernal. Je crois que malheureusement, j'ai de la violence envers tous ceux qui m'aiment. Je veux lutter contre ça. C'était pulsionnel, ce sont des pulsions qu'on ne contrôle pas. Je lui donnais des gifles, des coups de poing.
Je crois même que je donnais un jour des coups de pied. Elle s'énerve, elle peut hurler. Dans ces moments-là, tout est reproche, tout est... Voilà, quoi. Il fallait qu'elle soit un enfant modèle. C'est ce qu'on avait exigé de vous? On avait exigé de moi aussi. Les maltraitances psychologiques, c'est quoi? C'est l'humiliation. Je partais, je lui parlais plus, je claquais une porte. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être mère. Mais comment mettre un terme à cette violence? Eh bien, il faut repérer le moment où la violence arrive et accepter, accueillir l'amour de l'autre que vous n'avez pas eu enfant. Je demande pardon à mes deux filles. Si on pouvait rediscuter toutes les trois de ça, ça pourrait peut-être nous faire avancer toutes les trois.